vous asseoir. Pardon. Sur le même serment, merci, Monsieur le commissaire. Oui. Bonjour, Monsieur Frenette. Alors, je veux revenir un petit peu sur une formation que vous avez suivie, en fait, que vous avez évoquée lors de votre témoignage, sur lequel on est passé probablement un peu rapidement. Vous avez indiqué que vous étiez correcteur LCAA, je pense. Vous avez fait l'acronyme, là, référence à l'acronyme. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste exactement? En fait, j'ai travaillé au ce qu'on appelle le centre de correction. On va le dire en français, ça va être mieux. Centre de correction de l'examen final uniforme des comptables agréés du Canada durant au moins 10 ans. Donc, c'est un centre de correction avec du pointage, une première correction, une étape de révision, puis une étape d'établissement de la note finale. Donc, 3 étapes. Là. C'est pour l'entrée des CPA à la certification. Oui. L'obtention de la certification. Vous avez indiqué, évidemment, être à la tête d'un service, d'une vice-présidence au sein de la SAC, là, qui est composée de plusieurs personnes. Vous avez parlé notamment de Sylvie Chabot. Quelle était l'ampleur de votre relation avec Mme Chabot tout au long de votre exercice là, au sein de la vice-présidence finance? Mme Chabot, je suis allé la chercher, la première des choses, dans l'autre vice-présidence, indemnisation, réadaptation. Elle était venue me rejoindre à la SAC dans cette vice-présidence-là. Et ensuite, elle est venue travailler avec moi, avec nous, parce qu'elle n'a jamais été en direct avec moi. Donc, elle relevait de directeur général ou de directeur général, sauf la fois du pointillé là, pour l'appel d'offres. Et elle relevait de qui dans votre vice-présidence? Habituellement, elle a relevé de 2 personnes, de Rodrigue Côté et Francine Lépinain, tout dépendant des rôles qu'elle a joués. Parce que quand elle était au contrat, elle a relevé de Rodrigue, et quand elle était aux finances, elle a relevé de Francine. Et M. Côté, quant à lui, son rôle, c'était quoi? Il occupait quelle direction générale? Il a occupé quelques directions, mais il y avait les contrats avec lui à peu près tout le temps. Donc, la conformité en gestion contractuelle, là, il était souvent le directeur général de ça. Il y a eu les ressources humaines un bout, l'administration un bout, les ressources humaines de l'administration un bout, et il y a eu aussi éventuellement la performance, je crois. Okay. Donc, dans l'ordre, si je me situe là, à travers les témoignages entendus, en première ligne, on avait M. Saint-Pierre, Pierre Saint-Pierre, qui faisait là, carrément, là, qui se mettait la main à la pâte avec les clients internes pour monter les processus d'appel d'offres. Au-dessus de lui, est-ce qu'il y avait d'autres ressources qui travaillaient entre lui et Mme Chabot? Il y a eu Vicky Maranda, un grand bout de temps. Okay. Vicky, c'est comme ça qu'elle a commencé à grandir dans l'organisation. Oui. Mme Chabot. Et Mme Chabot, ensuite M. Côté, oui. Et vous. Oui. Et comment quel genre de leadership on exerce lorsqu'on a autant de personnes qui nous séparent de la première ligne de service, là, parce que c'est le cas, là, il y a quatre personnes. Bien, en fait, on n'a pas... C'est pas un leadership de proximité dans le dossier. C'est un leadership plus de reddition de compte, de planification annuelle, reddition de compte, des enjeux à régler, des redditions de compte trimestrielles, où on en est rendu, les enjeux qui vont survenir, les plans d'action, etc. Donc, les documents que je voyais, c'était surtout en lien avec les autorisations du bureau de la PDG. Okay. Dans le détail, le reste, c'était de la gouvernance. Qui était escaladé à votre niveau. Exact. Et à ce moment-là, vous faisiez le pont avec Mme Nathalie Tremblay. S'il n'y avait pas eu à voir avec le bureau de Nathalie, j'aurais probablement pas vu ces documents-là et j'aurais été dans une gouvernance plus globale. Et le type de leadership que vous exercez alors, c'est un leadership porte ouverte ou fermé? Préférez-vous que les gens respectent la ligne d'autorité? Comment ça fonctionne? Du tout. C'est très ouvert. Très, très ouvert. Moi, j'étais quelqu'un qui stationnait ma voiture dans le stationnement le matin, qui faisait le plancher au complet pour me rendre à mon bureau au 5e. J'ai toujours fait ça.
Les gens me connaissaient quand même beaucoup. Fait que je pense que je suis un vice-président très accessible. On a parlé également de M. Claude Lantier. Quel était son rôle à M. Lantier? M. Lantier, il a joué un rôle il est rentré directeur général des finances à la Société d'assurance automobile, je crois, en 2000. Aux alentours de 2010, peut-être 8-9 même. Il est resté directeur général jusqu'à l'année avant sa retraite, où il m'a demandé d'être directeur conseil ou conseiller cadre, être sorti complètement de son rôle de gestionnaire. Puis est-ce qu'il était impliqué dans le projet CASA, M. Lantier? On a vu des courriels, là, mais concrètement, de façon générale, c'était quoi son implication? Il y avait une implication stratégique, je vous dirais, à différentes étapes, là, de conseiller stratégique. Parce que là, je ne suis pas sûr, l'année au complet où il était conseiller cadre, là, on va l'appeler comme ça, on lui a donné des mandats stratégiques. Fait qu'on y en a donné au fur et à mesure là, pendant l'année au complet. Et préalablement à ça, il était dans son rôle finance plus, là, je vous dirais business case, tous ces éléments-là, reddition de compte. Mais dans l'année où il était plus conseiller, là, il a pris des mandats spéciaux, étant senior, en ayant beaucoup d'expérience. C'est un monsieur qui a exercé jusqu'au vérificateur général. Il était directeur même au vérificateur général du Québec. Régidérant, donc il avait quand même beaucoup de bagages qu'il était capable d'emmener dans l'organisation de la valeur ajoutée. Vous avez fait vous-même plusieurs ministères. L'équipe que vous avez alors à la SAC, diriez-vous qu'au niveau de sa compétence, là, comment vous la situez dans une évaluation de qualité, disons? Oui, c'était de très bonne qualité, là, de très, très bonne qualité. Qui a intégré aussi des jeunes au fur et à mesure pour les faire grandir. À mon arrivée au fonds d'assurance, il y avait des seniors là qui provenaient de la CNSST à l'époque, en réadaptation. Fait que je me suis toujours entouré quand même de gens qui avaient une bonne expertise par rapport au métier que j'avais à faire. Après ça, quand j'ai changé de vice-présidence pour aller au ministère, pour aller à la vice-présidence aux finances, je suis arrivé, moi, il y avait un comité de direction senior, là, on peut l'appeler comme ça. J'étais probablement le plus jeune comme vice-président, qui était fort aussi. On les a remplacés tranquillement au fur et à mesure, et c'est resté un secteur quand même très bien, très fort. L'expérience de M. Côté en matière de gestion contractuelle, est-ce qu'elle est de plusieurs années, à votre connaissance? Plusieurs années, oui. Plusieurs années. Lui, je me demande même s'il n'est pas arrivé... Lui, il a travaillé aux acquisitions, un peu comme Pierre Saint-Pierre. Là. On l'a vu l'autre fois, là, M. Côté, c'est quelqu'un d'une grande expérience. Il a grandi dans le domaine de la gestion contractuelle. Oui, puis parce que quand il a changé de rôle, là, on y greffait d'autres rôles. Mais son rôle principal, c'était les acquisitions. Demeurait la gestion. Nathalie Tremblay, maintenant, votre présidente, là, est-ce que vous l'avez connue et rencontrée comment? Nathalie Tremblay, je l'ai rencontrée... au vérificateur général du Québec la première fois. Vous l'avez croisé là? Je l'ai croisé là, oui. Mais on n'a pas travaillé ensemble. Là. On avait des dossiers qui se ressemblaient, mais on n'a pas travaillé ensemble. On s'est connus là. Ensuite, on a travaillé ensemble à l'Institut canadien des comptables agréés, au centre de correction. Je l'ai recroisé là, mais je n'ai pas travaillé avec elle non plus là. Et on s'est recroisé à nouveau un peu plus tard au ministère des Finances, contrôleur des Finances, quand Mme Tremblay, on l'a emmenée pour faire le virage là, au contrôleur des Finances vers un contrôleur des Finances moderne. Alors moi, j'étais déjà là depuis un an, je crois, ou un an et demi. Fait que c'est comme ça. Là, j'ai commencé à collaborer au niveau des comptes publics, les stratégies financières, etc. On a fait ça ensemble. Là. J'ai parlé de ça, déficit zéro. Fait que j'ai connu là. Après ça, elle est repartie. Moi, je suis resté aux finances et je suis revenu par après à la SAC et le reste. C'est là que vos chemins se sont recroisés. Exact, à nouveau. Monsieur Daniel Pelletier, lors de son témoignage, là, a reconnu à plusieurs reprises que Nathalie Tremblay exerçait un leadership fort. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Et pourquoi vous êtes d'accord? Mme Tremblay, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup son monde, première des choses. Au niveau de la Société d'assurance automobile,
Elle a travaillé beaucoup à la société, fait que les gens la reconnaissent beaucoup et ont accès facilement à elle. Fait que déjà, c'est un premier rempart de contrôle, on va dire ça comme ça, parce que quand tu es gestionnaire à la SAC, les employés ont accès à Nathalie facilement. Donc, il faut que tu saches ça. Et elle a établi son leadership avec les personnes, avec les partenaires. Donc, c'est un leadership, je vous dirais, moi, je ne sais pas si c'est correct, mais main de fer d'un gant de lourd, dans le fond, là, je la calculerais comme ça. Je ne suis pas sûr qu'elle aimerait ça que. Ben, là, elle va m'entendre de le dire, mais je dirais que c'est une main de fer d'un gant de lourd. C'est toujours l'équilibre. C'est une grande équilibriste. C'est une grande communicatrice aussi. On faisait de la reddition de compte à l'ensemble des employés, à l'ensemble des gestionnaires régulièrement, faisait des tournées, etc. Donc, c'est pas une comptable, on peut dire, de chiffres là, enfermée dans son bureau, mais c'est plutôt quelqu'un de. C'est un leader qui donne l'exemple. C'est un modèle par l'exemple. C'est une rigueur qui se traduit à l'échelle humaine. C'est toujours. Ben, en fait, c'est son côté équilibre. Elle va toujours jaser. Oui, les choses plus dures ou plus froides, mais jamais en déséquilibre avec les humains et les clients particulièrement. Vous avez connu deux présidences, là, celle évidemment de Mme Tremblay et celle qui lui a succédé, là, celle de M. Marcellet. Mm-hmm. Est-ce que c'est deux styles de gestion différents selon votre perception? Oui. Oh, oui. Et en quoi vous dites ça? Ben, M. Marcellet, c'est quelqu'un, ben, le côté où ils se ressemblent beaucoup, ils sont chaleureux les deux. Ils sont beaucoup vers l'humain les deux. Fait que ça, on se reconnaît. Mais dans le style de gestion, M. Marcellet est quelqu'un de plus d'instinct, moins. Il va là où son instinct le mène. Là. Il est moins structuré un petit peu. Tandis que Mme Tremblay calcule plus. Il est plus structuré dans sa démarche. Très bien. Il y a évidemment un nom quelques noms qui restent là, dont celui de M. Carl Malenfant. Vous avez indiqué là, qu'il était une Formule 1. Hein? Ça a été repris par le commissaire, je pense. Mais l'humain, là, lui, il se décrivait comment? Comment, dans le quotidien, ça se passait avec lui? Ben, M. Malenfant, quand j'ai commencé ma relation avec lui, moi, première des choses, M. Malenfant, je pense que j'ai vu assez rapidement que c'était quelqu'un qui était idéaliste et foncièrement axé sur le travail, comme personne. Très, très, très studieux. Et c'est un ancien professeur aussi, ou il est encore prof, mais c'est un professeur. Donc, capacité assez exceptionnelle d'expliquer des concepts complexes. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré, c'est les premières vues que j'ai vues de M. Malenfant. Par la suite, on a eu des relations cordiales. J'ai toujours voulu garder mon bras de distance par rapport à... J'ai pas de relation avec Carl amical ou quelque chose comme ça. Aller dîner relation professionnelle, essentiellement. Aller dîner avec lui, non. C'était professionnel, puis j'ai voulu garder toujours cette capacité-là. Moi, pour moi, tout ce que Carl faisait, quand je regardais ce qu'il faisait, je le regardais en disant, est-ce que ça va être utile à la Société d'assurance automobile, au gouvernement, aux clients? Alors que Carl lui, ben, c'est sûr qu'il y a une vision plus idéaliste de la technologie en tant que telle. Je ne dis pas qu'il y a le reste, il n'y a pas le reste, là, mais c'est comme ça que moi je le voyais. Je le voyais comme quelqu'un, un scientifique qui est capable d'amener des grands projets. Et ma relation avec lui est restée cordiale, malgré le fait que j'ai eu aussi, moi, à composer avec le personnage et à m'imposer aussi. Et quand... C'est pour ça, d'où Formule 1. Vous l'avez vu faire des présentations au comité de direction, au comité conjoint, au conseil d'administration. Diriez-vous qu'il exerçait lui aussi un leadership fort dans sa sphère d'activité? Oui. À l'égard du projet CASA, oui, c'était le porteur, puis il s'en faisait le porteur comme un leadership fort. C'était sa vie, son âme. M.
M. Pelletier, Daniel Pelletier, qui est directeur de la vérification interne et de l'évaluation de la performance. Vous l'avez évoqué dans votre témoignage là, au cours des derniers jours. C'était un mandat important qui lui avait été confié à M. Pelletier. Ben, moi, je calcule que oui. Et Oui. ce mandat de surveillance en continu était un mandat qui nécessitait beaucoup de temps, si je ne m'abuse. Selon moi, oui. Oui. Est-ce que c'était habituel à la SAC de confier un mandat à une direction de la vérification interne Ça fait... de cette nature-là? Non, selon moi, ça fait partie aussi des innovations. Diriez-vous que c'est un mandat ambitieux pour la direction de M. Pelletier? Assurément. Est-ce qu'il y avait des prérequis pour, comme direction de vérification interne là, pour exercer le mandat qu'il a exercé? Ben, le prérequis, assurément, c'est... En termes d'expertise, en Ouais, termes de l'expertise. ressources humaines? Ouais. Ben, en termes d'expertise, c'est sûr qu'il faut toujours se poser la question quand on est CPA, est-ce qu'on peut, quand on a un mandat, est-ce qu'on a l'expertise pour l'exercer et notre équipe a-t-elle l'expertise? Donc, il a sûrement posé ces questions. Il s'est sûrement posé ces questions-là. Alors, il faut aller compléter quand on ne l'a pas. Et l'autre chose, c'est sûr que c'est une boîte de vérification. Il y a un mot interne avec la notion d'indépendance. Donc, il y a un double défi là aussi à réaliser. L'indépendance, c'est un dossier qui va avoir beaucoup d'émotions. On l'a vu au fil de l'eau. Et ça devait être difficile pour eux de garder leur indépendance avec le côté humain. Là, Mais si vous comparez les ressources TI, par exemple, de la VPTI, puis vous comparez les ressources humaines et techniques de la direction de vérification interne, c'est sûr que c'est pas comparable. Non. C'est une équipe, je crois, de 12 personnes, là, donc 12-13 personnes. Mais je voudrais dire que ces personnes-là sont compétentes là, individuellement. Oui. Mais en termes de volume là, et de capacité, on peut pas parler du même phénomène. Il y avait la gestion de projet, les TI, ça faisait beaucoup de compétences à intégrer dans une direction de vérification interne. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a les autres mandats. Là. Les autres mandats statutaires, là, le rapport annuel de gestion, etc., on peut en nommer beaucoup, mais c'est quand même une grosse bouchée à prendre. Néanmoins, M. Pelletier a participé, ou sa direction a participé à beaucoup de rencontres dans le cadre du projet CASA. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. On lui faisait une place partout, à toutes les instances, depuis le début du projet? Oui. La seule chose, c'est que ma perception, c'est que vers la fin, je l'ai moins vu. Mais c'est une perception, là. OK? C'est possible que son mandat si je vous suggère que son mandat a évolué vers la fin. C'est possible. Mais outre ça, oui, il était toujours là. C'est à partir vers la fin, vous situez ça vers quelle année à peu près? Ben, en 22, là, 21, 22. Puis Daniel aussi était dans les lacs à l'épaule avec le CA, il était là aussi. Mais aussi, il me semble que je ne l'ai pas vu dans les derniers. Il y avait accès évidemment au comité conjoint, au comité d'audit, plus particulièrement. Ma perception, c'est qu'il a toujours été... tu sais, on a parlé du comité de vérification, là. Moi, je mettais mes points à l'ordre du jour, mais à mon sens, à moi, Daniel, il y avait un lien direct avec le président du comité de vérification, en termes fonctionnels. Là. Est-ce qu'à un moment ou l'autre, où vous assistez à une rencontre avec Daniel Pelletier, M. Pelletier se plaint d'entrave à son travail? Et là, je pèse mes mots. Écoutez, oui, j'ai eu vent de ça, assurément. Vous-même, personnellement, est-ce que vous avez assisté à ça? Il ne m'a pas mandaté à rien. Il ne m'a pas quoi? Mandaté. Okay. C'est plus un partage qu'un mandat. Okay? Mais je dirais que oui. Il y avait des difficultés à faire valoir. En fait, sa difficulté, c'était à rencontrer M. Malenfant. Je veux dire, je le calculerais comme ça. Entrave à son travail, pas vraiment. Mais la capacité d'aller connecter avec M. Malenfant, les enjeux que lui avait, plus ça. L'entrave à son travail, là, on parlerait des gens sur le terrain qui l'empêchent de faire son travail. Ça, je pense pas. Les équipiers travaillaient avec lui de façon très ouverte. Mais c'est plus sur la
capacité qu'il avait d'aller influencer Carl, je crois. Et forcément, l'expertise devait lui nuire à ce moment-là. Parce que l'autre, c'est une Formule 1. Exact. Ça ne peut pas aider. Je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage de Mme Corinne Charette. Non. Qui est membre du conseil d'administration à une certaine époque, là, une époque pertinente, en fait. Elle indique dans son témoignage que M. Pelletier manquait ou présentait un déficit de crédibilité dans l'organisation à un certain moment donné. Est-ce que ça, c'est une lecture qui a pu... qui est fondée, à votre avis? En fait, j'ai eu une discussion avec Denis Marcellet à ce sujet. C'est 21-22. 22, en fait. Où c'est la fois que j'ai eu une discussion sur ce sujet. Crédibilité. Mais M. Marcellet était préoccupé puis il voulait s'assurer que Daniel restait en selle, là, en équilibre. Donc, on a échangé là-dessus. Mais, à la lumière de votre expérience. Mais moi, par exemple, par rapport au CA, j'ai pas senti ça au moment où j'étais vice-président aux finances, performance, et où j'étais dans le CAPV. Dans le CAPV CTI, là, à cette époque-là, Daniel avait ses entrées. Il avait son huis clos. Oui. Mais j'ai senti par la suite qu'il y avait des enjeux là. C'est exact de dire qu'à un moment donné, ces constats revenaient à chacun de ses rapports. Ils étaient répétitifs un peu. Puis à un moment donné, il a dû perdre un peu l'écoute des instances. Peut-être. Je peux pas vous aider là-dessus. J'étais pas dans les huis clos, mais peut-être que ça a joué. Est-ce que c'est exact de dire aussi que la DVIEP était beaucoup dans le constat de risque, l'identification de risque, mais amenait pas de solution? Oui. En fait, souvent, un auditeur a plus de difficultés à se positionner dans les solutions. OK? Donc, effectivement, il nommait des risques, je vais les appeler bruts ou évidents. En mode solution, c'était plus difficile, malgré que moi, je calcule que M. Pelletier avait cette capacité s'il voulait y aller. Il aurait pu aller vers ça. Moi, je calcule qu'il avait cette capacité. Est-ce que ce n'est pas le rôle d'un bon vérificateur interne? Un vérificateur interne doit un vérificateur interne, il y a une ligne à pas traverser. Okay, entre l'opportunité et son rôle. Exact. Donc, mais dans son mandat particulier, je ne sais pas comment est-ce que ça pouvait se gérer. Mais dans les autres mandats, il faut qu'il y a une ligne à pas traverser. Là. Donc, il peut, par contre, partir du risque brut et de documenter ou d'analyser des mesures de mitigation pour être capable de dire que c'est un risque plus faible. Ça, il peut faire ça. C'est quand il arrive en mode, il fait des recommandations, il va dire, fais-toi une planification, par exemple. Mais il n'ira pas la faire à ta place, tu comprends? Donc, vous comprenez? Donc, il y a ce genre de limite-là que je maîtrise pas pire, assez parce que j'ai pratiqué le métier, mais à un moment donné, il faut que tu gardes ton indépendance. Évidemment, c'est pas du rôle du vérificateur interne de prendre les décisions à la place de l'instance vérifiée, surtout pas. Vous avez parlé également beaucoup dans votre témoignage au cours des derniers jours de gestion de risque. J'aimerais savoir, là, dans un rôle de VP comme vous avez exercé, quelle est votre posture face à... Qu'est-ce qu'on considère là, comme facteur lorsqu'on gère en gestion de risque? En fait, en posture de gestion de risque, première des choses, il faut que ta méthodologie, on va partir de la méthodologie en premier, il faut qu'elle soit assez robuste. Il faut qu'elle couvre l'ensemble des activités ou l'ensemble des paramètres de gestion de ton entreprise. Il faut aussi que ton comité actif-passif et ton conseil d'administration soient à l'aise avec les paramètres de lecture. On va appeler ça souvent la tolérance au risque ou le conseil d'administration et l'organisation et le comité de direction. On doit avoir une certaine convention de notre tolérance au risque. Et à partir de là, avec la méthode, c'est de s'assurer que les informations que tu vas avoir sont en lien
avec la méthode, et après ça, et d'emmener ça dans le niveau de tolérance au risque. Donc, le risque résiduel de quel on parle, lorsqu'on en parle avec le conseil, les membres du conseil, il faut s'assurer qu'ils sont, au-delà des mots, là, ils sont confortables avec la prise de risque. Okay? Dans le contexte du projet CASA, j'ai le sentiment que le projet était tellement important pour l'organisation et la situation était tellement critique qu'on a peut-être été tolérant davantage face aux risques, tout en les mitigeant, évidemment. Moi, je croirais que la prise de risque a été plus élevée. Je pense que c'est ça. La tolérance, mais la prise de risque. Elle a été plus élevée que les autres. C'est sûr que la prise de risque n'a pas été pas au même niveau que les autres dossiers là, dans la SAC. Ça, c'est une évidence. Est-ce qu'on l'a bien documenté et êtes-vous capable de trouver un dossier? Non, mais par la force du projet, ça s'est traduit. C'est pas nécessairement négatif, la prise de risque. Il faut juste que ça soit partagé et compris qu'on est à la même place. Vous avez eu beaucoup de questions sur, justement, face à un risque, quel était votre point de rupture? Parce qu'à un moment donné, on vous dit pourquoi vous n'avez pas pris telle ou telle décision, pourquoi vous n'avez pas choisi d'arrêter le projet à ce moment-là. Est-ce que c'est pas justement face au choix du niveau de tolérance que cette décision-là a été prise? Moi, ma perception, c'est que c'était jaugé, en équilibre, là. Au-delà de, je vais répéter, au-delà de ce qui est marqué dans les documents, les discussions avaient lieu dans toute franchise, de façon transparente. Et ma perception, c'est que le comité, les comités sur lesquels moi j'étais de la gouvernance, quand j'y allais avec le comité de direction, il y avait un équilibre qui se faisait là, sur la prise de risque. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Oui. Est-ce qu'on considère dans la gestion d'un risque, évidemment, le scénario idéal face à un scénario qui est plus réaliste? Est-ce que c'est des facteurs à considérer dans votre prise de décision lorsque vous exercez vos fonctions? Oui. Le réel versus, je veux dire, l'ambition. Parce que quand on fait nos planifications stratégiques, là, on va parler d'innovation, on va parler de créativité même des fois, puis on va parler d'audace. Okay? Donc, ces trois mots-là, là, on peut prendre ça, canner ça, emmener ça dans le... Mais à quelque part, quand tu décides que tu fais de l'innovation, de la rénovation versus de l'audace versus de la créativité, on n'est pas tout à fait à la même place. Quand tu mets ça dans ta planification stratégique, là, bien, nécessairement, ça va aligner la prise de risque qui va aller avec ça. OK? Parce que l'organisation va s'aligner sur ces grands mots-là de culture organisationnelle. Et ces mots-là sont aussi convenus avec le conseil d'administration. Okay? Souvent même, c'est le conseil qui va aller aussi loin que de mettre le mot audace ou innovation ou créativité. Ou ambitieux. Ou ambitieux, exact. Ambitieux. Et moi, je peux vous dire sur ces mots-là, des fois, on se faisait dire, on veut que l'organisation soit ambitieuse, mais on veut que nos vérificateurs ou notre vérificateur interne soit prudent. Comprenez? Il jouait avec les deux concepts. Il ne disait pas on veut être prudent. On veut les deux. Un peu comme une petite voix intérieure qui est prudente, puis une autre qui est plus ambitieuse. Puis je crois que le CA il était à l'aise avec ce genre de dualité. Parlant de dualité, vous aviez, dans le cadre de vos fonctions, un peu un double chapeau, celui de client du projet CASA pour la livraison 1 et celui de RORC ou de RARC, là, comme il a évolué dans le temps. Comment on concilie les deux rôles? Parce que être client dans le cadre d'un projet et être à la fois celui qui doit le surveiller et l'observer pour s'assurer qu'il soit conforme au cadre normatif, il me semble qu'il y a un peu de dichotomie dans ça. Ça peut devenir complexe quand on joue le double rôle. Puis il y a le rôle des ressources humaines. Je peux vous en ajouter si vous voulez. Oui. Ce que j'ai tenté de faire ce que j'ai fait pour objectiver
chacune des fonctions, c'est que j'ai séparé les fonctions. Et on a mis des directeurs généraux ou des directeurs forts dans les fonctions, chacune des fonctions. Moi, ce que ça me demandait, c'est que quand c'était une équipe qui rentrait, il fallait que je mette un chapeau X. Quand c'était l'autre, je mettais le chapeau Y. Donc, c'est comme ça que j'ai exercé mon rôle. Par rapport au projet, c'est quand j'étais dans L1, là, j'étais plus proche, hein, parce que j'étais client, comme vous dites. Et je l'ai marqué aussi dans des notes, même des fois, quand on voulait faire un travail, qu'on était en relation d'affaires, on aimait mieux s'exclure puis donner ça à une autre équipe pour objectiver le dossier. Fait qu'on avait, on a toujours eu cette prudence-là. Est-ce qu'on l'a toujours fait chemin faisant? Je ne peux pas confirmer ça. Mais on a toujours eu dans notre arrière-esprit de dire il faut rester objectif. Fait que, par exemple, la gestion contractuelle, on l'a isolé des bouts là, pour qu'elle reste la plus objective possible. Mais les actuaires, je vous dirais la même chose. Là. On ne parle pas de ça ici, mais ce serait la même chose. Les actuaires, ils émettent le certificat actuarial à chaque année. Et oui. Et donc, moi, je ne peux pas, avec mes actuaires, aller leur dire voici l'hypothèse que tu vas prendre. Là, même si je suis sur leur vice-président. Fait que j'avais toujours, j'ai des fonctions où il fallait que j'aie un bras de distance avec mes joueurs. Et il fallait que je les protège aussi à certains égards. Lors de l'exécution du contrat, le rôle du RORC s'estompe. Parce que, évidemment, il va surveiller beaucoup le processus, mais lors de l'exécution, un peu moins. Il s'implique moins dans l'exécution du contrat. C'est exact, ça? Il s'implique moins, oui. C'est la façon, oui, que nous, on a travaillé. Il s'implique moins. Il y a des contrôles, évidemment, oui. En cas de modification du contrat. Oui, mais lorsqu'il y a des modifications, des ajustements, il est là. Mais qui est moins dans le quotidien de l'exécution. Oui, non, il n'est plus dans le quotidien. Sauf si vous êtes interpellé, comme par exemple sur le problème des taux horaires. Oui, parce qu'il faut voir que dans les boîtes du RAC, là, la façon de travailler, c'est quand il arrive une nouveauté que tu te mets en mouvement. OK? Il peut arriver des contrôles comme on a vu ce matin. On a vu un qui était vous l'appelez dans un contrat existant. Donc, le contrôle des contractuels dans ce qui est de l'existant. Mais ce n'est pas la majeure. La majeure, c'est vraiment dans le nouveau que le rôle du RAC se met. S'exerce. Un coup, tu as mis les paramètres. La gestion contractuelle en tant que telle, avec les contrôles, ça devient secondaire jusqu'à la fin du contrat. Là. Vous avez indiqué avoir été désigné comme responsable de l'observation des règles contractuelles en 2014, vers 2014, au moment où on a voulu que le RORC ait une autorité effective ou un lien direct avec le dirigeant de l'organisme, sauf erreur de ma part. Corrigez-moi. Oui, c'est ça. J'hésite à 14. J'ai l'impression toujours que c'est 15, mais c'est 15 ou 16. Mme Blackburn était secrétaire associée au marché public à l'époque. Vous vous souvenez de ça? Ça, c'est sûr, parce que oui, on a tout été nommé. Puis on a eu une rencontre, là, ils appellent ça les grands acheteurs du gouvernement du Québec. On est 9 en entour d'une table. Et c'est là que je me rappelle d'avoir été nommé RAC, ROC, puis qui est devenu RAC. Avez-vous suivi une formation? Oui. De la part du conseil? Oui, puis on se réunissait. J'ai pas le rythme, là, mais Mme Blackburn réunissait ses grands RAC une fois. Oui, beaucoup. On échangeait. Mais il faut voir qu'on échangeait entre nous, mais considérer que c'était nouveau comme rôle. Fait qu'on échangeait entre nous pour s'entraider entre nous aussi en même temps. Fait qu'un donnait un truc à l'autre. C'était un peu ça aussi. C'était de créer une chimie entre nous, sachant que le rôle, il est nouveau, puis pas toujours simple. Vos pairs, à ce moment-là, dans les formations ou dans les rencontres que vous avez au secrétariat du Conseil du Trésor, c'est pas tous des VP? Pour le RAC? Oui. Bien, les 9, oui. Okay. J'ai assisté à des rencontres avec l'ensemble des RAC du gouvernement. Non, là, on est à un autre niveau. Un autre niveau. La même chose, il peut y avoir des analystes avec des vice-présidents. Même des techniciens. J'enlève rien aux techniciens et aux analystes, mais on est à un autre niveau. Dans l'ensemble du périmètre comptable, les 300 entités, c'est pas la même. La réponse donnée à cette obligation-là pas la même. n'est pas la même pour chaque organisation. Diriez-vous aussi que le rôle du RAC et du RORC, là, successivement, là, est complexe là, parce qu'il y a une gestion de risque à faire aussi. Ça fait appel à de la gestion de risque. C'est complexe. C'est un rôle complexe.
parce que ça fait affaire à, probablement, de la conformité, de la gestion de risque. Et c'est en lien avec les ressources dont on a cruellement besoin pour faire fonctionner l'État. C'est pas un ordinateur, là. C'est souvent des humains qu'on s'en va chercher. Fait que cruellement besoin, ça veut dire que les gestionnaires sont en besoin réel. Et lorsque tu contractes et que tu rentres des ressources, ces ressources-là travaillent. Fait que nécessairement, il y a des liens qui se font avec les employés permanents. On ne peut pas empêcher ça. Il y a même du monde qui tombe, qui peuvent tomber, je veux dire, qui deviennent plus amis. Alors, ça devient quelque chose qui rentre dans une complexité. Là. Puis j'imagine que en tant que RORC, à l'époque, la gestion de risque repose aussi sur la difficulté parfois que vous avez à appliquer une règle juridique, là, une règle que vous devez observer dans le cadre de votre rôle. Oui. Oui, oui, il y a des... Et Vicky Maranda, on produisait un tableau de bord, là, mais c'était adressé, ces éléments-là. Puis tout n'était pas à vert. Il y avait des éléments jaunes et à rouge. Une mémoire, on le présentait aussi au comité d'actifs passifs, d'un comité de vérification. Et ce qui était en jaune et à rouge avait des plans d'action pour arriver éventuellement à vert. L'objectif, c'est vert. C'est toujours tendre vers vert, tout le temps. Mais, et ça, on le faisait en toute transparence. Là. Il y a sûrement ça à la SAC là, dans les dossiers. Je vais vous demander, Mme la greffière adjointe, de prendre la pièce 42P 248. C'est la politique concernant le responsable de l'observation des règles contractuelles du 14 juin 2016. Vous reconnaissez le document, M. Frenette? Oui, c'est pour ça que je vous dis 16. Là. Ça me semble être... Pourriez-vous descendre le document, Mme Graffière? Prenez la page suivante. Si vous descendez encore. OK, juste ici. À la section 3 de la politique, là, M. Frenette, on lit ici là, à 3.1BI. Vous m'excuserez la complexité de l'énoncé, mais je n'ai pas le choix, c'est comme ça que c'est écrit. On vient mentionner là, différents principes dont on vise la mise en place. Et c'est les principes de l'article 2 de la loi. Et si on va à la page suivante, Mme la greffière. Si vous regardez la section 3B, M. Frenette, de la mise en place de contrôles lui permettant de veiller à ce que les risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle soient pris en compte par l'organisme d'intervenir au moment opportun et selon la gravité de la situation. Il y a d'autres énoncés comme celui-là dans la politique là, qui font appel à la gestion de risque. Oui. Donc, le rôle puis corrigez-moi là, encore une fois, là, mais c'est exact de dire que le rôle du RORC, c'est, à l'époque, et encore aujourd'hui, là, de s'assurer d'une juste gestion des risques en regard de l'application du cadre normatif. Oui, puis dans la méthode de gestion des risques de la SAC, est introduit les éléments concernant le RAC, donc, ou le ROC. Donc, comme là, corruption, il y avait une évaluation qui était faite en bonne et due forme chaque année. Même, je crois qu'on faisait la reddition de compte de ça au Conseil du Trésor. Là. Une évaluation là, en bonne et due forme, par exemple. Et tous les éléments étaient pris en compte là, dans notre... donc, les éléments de risque étaient pris en compte dans la méthode en question. Et est-ce que j'ai raison de dire aussi que la règle que vous devez observer à ce moment-là, là, dans le cadre des activités courantes de la Société d'assurance auto, c'est une règle qui est parfois difficile à appliquer. Il y a des zones de gris dans cette application-là, des règles contractuelles. Assurément, il y a des zones de gris, comme dans tout ce qui est
toutes nos lois, parce qu'on en a plus qu'une là, à respecter. Et, il y a des zones de gris à certains égards et des zones aussi de redressement à certains égards des fois. Et dans ce contexte-là, je comprends que la gestion des risques et les outils que vous aviez à l'époque en termes de gestion de risque vous ont aidé à prendre les décisions que vous avez prises. Excusez. Oui, parce que ce qui arrive, c'est que la méthode aussi de gestion de risque permet d'aller capter. Parce que c'était... On a parlé de M. Pelletier tout à l'heure qui captait des risques. Mais on n'a pas juste M. Pelletier là, comme sentinelle dans l'organisation. On a l'ensemble de nos gestionnaires, l'ensemble. Il y a même des employés qui y participaient. Fait qu'ils nomment des risques. L'idée, c'est pas de dire que c'est pas un risque. Quand ils le nomment, le risque, tu le prends. Ça devient un risque brut. Les gens, des fois, ils s'obstinaient. C'est un enjeu ou un risque? Pas vraiment important. On le met sur la liste. Ensuite, on s'en va documenter, voir si on a des mesures de mitigation pour arriver à une zone acceptable. Mais la zone acceptable, c'est pas zéro risque, là, jamais. On ne peut pas arriver à zéro. Et M. Morneau, qui nous a beaucoup aidé à implanter cette méthode-là. Le président du conseil d'administration à l'époque. Le président du conseil d'administration, Guy Morneau, qui, pour lui, c'était très important d'avoir ce genre d'outils-là. Lui, il nous faisait aussi surveiller qu'est-ce qui était toujours à vert ou trop vert. Quand c'est trop vert ou trop de mesures de mitigation, bien, peut-être tu as des mesures d'économie à aller chercher. Vous comprenez où le CA, où il était là? Le CA, ce n'est pas le surcontrôle. C'est le contrôle approprié. Donc, proportionné. Il nous faisait aussi travailler des zones où il trouvait peut-être qu'on avait trop on était trop confortable, en fait. Est-ce que j'ai raison de dire que ce qui distingue le rôle du responsable de l'observation des règles contractuelles de la DVI-EP à l'époque, c'est essentiellement votre rôle de conseil? Oui. Ah oui, il y a une nette différence. Une nette différence. Oui. Donc, vous ne faites pas juste observer que la règle soit respectée, mais vous conseillez aussi l'organisation. On conseille l'organisation, puis particulièrement le plus haut dirigeant. Oui. Et les vice-présidents, mais particulièrement le haut dirigeant. Je vais attirer votre attention sur une note que vous avez préparée, rédigée, du 24 avril 2013, sous le nom de gestion contractuelle. Ce sera pas long, monsieur le juge, c'est une nouvelle pièce. Monsieur le commissaire, c'est une nouvelle pièce qu'on va coter 42P 264. Et le document s'intitule comme suit, note au comité de vérification de M. Yves Frenette du 24 avril 2013 sous le nom de gestion contractuelle, les suites des rapports du vérificateur général et de la commission de la fonction publique. Document que je vais coter en liasse avec deux autres documents, M. le commissaire, avec un sommaire exécutif qui est joint à la note. Et un procès-verbal de la séance numéro 112 du CA de la même période, du 24 avril 2013. Madame la greffière, alors on est à la note du 26 septembre, une note qui est adressée de Nathalie Tremblay, mais si on va au bas de la note, je pense que vous en êtes l'auteur, M. Frenette. N'avez-vous pris connaissance, monsieur? Attendez un petit peu. Elle est approuvée par moi, là. Oui. Je leur parcours. Peut-être remonter, s'il vous plaît. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser 10 minutes. Je veux que le témoin, c'est pas suffisamment important. Pas suffisamment important, OK. Pour que le témoin la lise, puis que je vais faire appel à la mémoire du témoin, ça va être suffisant. Ça va. Je vous la résume, là, M. Frenette. Là, c'est une note qui est adressée à la suite d'un rapport du vérificateur général à l'époque. Si on descend là, dans les faits saillants, c'est énoncé, qui porte sur justement la gestion des contrats. Et selon ma compréhension de la note et du sommaire qui la suit, là, vous avez entrepris à la suite de ça un exercice là, d'identifier les mesures. Les 34 mesures. Selon votre mémoire et selon votre souvenance, là, vos travaux ont consisté... quelle a été la nature de vos travaux qui ont suivi cette Je crois qu'en la lecture du détail de ça, on a fait un exercice de comparaison avec où nous on était et je crois que c'est de là qu'a découlé là, éventuellement les fameuses 34 mesures. Là.
34 mesures, de quelle nature ces mesures? De toutes en fait, les grands paramètres de la gestion contractuelle, là, les demandes d'acquisition, les évaluations, etc. Donc, les mesures au pourtour qui gouvernent une saine gestion des contrats publics. On a le sommaire exécutif qui suit. Désolée d'intervenir. Le document qui est à l'écran actuellement n'est pas le bon document. Ah. Donc, Oui, le merci. document est daté du 26 septembre 2013. Donc, en ce moment, les fins de référence peuvent devenir un peu Ouais, c'est ça. inadéquates. Donc, c'est ça. peut-être Celui du 24 avril. s'assurer qu'on affiche le bon c'est une document. Le note bon du 20. document n'est pas daté, mais vu que c'est en liasse, on pouvait faire les liens. Donc, Très Madame bien, la je peux aller au sommaire. greffière, c'est un document qui est intitulé dans le courriel que je vous ai transmis, là, sommaire exécutif gestion contractuelle. Merci, Maître Gagnon. Si ça peut aider, c'est le numéro 08. C'est exact. OK. C'est le bon document maintenant. Là, je me retrouve plus. Vous retrouvez? Plus parce que là, je pars du Oui, VG. du VG. C'est plus mon style aussi. Donc, on dit au premier paragraphe, là, à l'automne 2012, le vérificateur général du Québec a exprimé certaines préoccupations et recommandations dans son rapport à l'Assemblée nationale à l'égard des contrats de services professionnels liés au traitement de l'information. Ce rapport fait suite à une vérification effectuée auprès d'entités gouvernementales autres que la société. Il fait état d'aucun manquement aux lois et règlements. Les lacunes observées l'incitent à faire des recommandations visant essentiellement à l'amélioration des pratiques de gestion. Donc, c'est à la suite de ce rapport que vous entreprenez l'élaboration de 34 mesures. Là, on peut descendre le document, effectivement, du sommaire. 33 mesures. Bon. 33 mesures, exact. Oui. Il a peut-être ajouté une en chemin, je pense. Peut-être. Alors, vous avez, après... C'est ce que je vous disais, là. Ouais. C'est ça. Donc, nous les avons regroupés. Il y a un regroupement de mesures là, pour, selon 3 thèmes, là, l'analyse des besoins, la sollicitation et attribution des contrats, le suivi et gestion des contrats. C'est bon. Si on descend le document, et là, vous avez les mesures qui sont résumées dans un tableau. Exact. Donc, ces mesures-là ont été mises en place sous votre autorité, M. Frenette? Oui, ils ont fait l'objet oui, ils ont été mis en place sous mon autorité et ils ont fait l'objet de mesures d'assurance qualité aussi, pour s'assurer qu'ils étaient implantés réellement. Puis, est-ce que le conseil d'administration a été informé de ces mesures-là? Je n'ai pas de mémoire, là, malheureusement, de ça. On peut prendre le procès-verbal de la séance numéro 112 du conseil d'administration de la SAC du 24 avril 2013. Je vous demande de prendre la page 7 de 8. On peut peut-être prendre la page 1 pour commencer, puis identifier le document. Il y a 13 ans aujourd'hui. Oui. 12 ans aujourd'hui. Exact, merci de la remarque. Donc, procès-verbal de la séance numéro 112, 24 avril 2013 et adopté le mercredi 12 juin. Et si on va à la page 7 de 8, le point 14 de la séquence. Oui. Donc, ce sont effectivement là, les mesures qui sont présentées en guise de suivi au rapport du vérificateur général. Exact. Et on réfère à vous, là, que lorsqu'on parle du vice-président aux ressources humaines, à l'administration et aux finances, dépose la note d'information. C'est la note d'information qui y est déposée sur les mesures. Je vous remercie, Mme la greffière.
Je veux revenir un petit peu, M. Frenette, sur le plan de pérennité. Là. Vous avez évoqué que la situation avant le projet CASA, là, avant le remplacement des systèmes de technologie de l'information interne à la société, il y a une situation là, qui présentait des risques élevés pour l'organisation. En termes de désuétude? Oui. Oui, oui. Et je comprends que votre système, là, le système de votre vice-présidence, lui, était plus que désuet. Là. Plus que désuet. Et d'ailleurs, à l'âge que j'ai moi, puis Il était déjà désuet. ben, c'est que quand je rencontre mes collègues, des anciens collègues, ils sont même surpris que j'ai travaillé avec ça. ça a trahi votre âge. 60. Puis eux, ils ont peut-être 75, vers 80, mais ils sont surpris de voir que j'ai travaillé avec ça. Et quels étaient les risques du système en place avant le projet CASA? Ben, les risques dans mon secteur, dans le secteur finance, c'est les risques que, première des choses, tu as peu de personnes pour maintenir la solution. De mémoire, j'avais une personne et quand on l'a remplacé ou jumelé, on a engagé quelqu'un qui venait de la Pologne et qui parlait polonais. Donc, elle a appris le français avec nous. Et à l'époque, je ne suis pas sûr que j'ai le droit de l'engager. Je vais confesser un péché, là, parce qu'elle parle polonais. Mais j'ai comme pas le choix. C'est la seule personne qui connaît comment Le langage. de venir nous déboguer, oui, puis déboguer, puis de maintenir ça. Fait qu'il y a ça. Le fait que tu as peu de personnes. Et l'autre chose, c'est que ta relève qui rentre dans ton organisation, là, ils ne savent pas de quoi tu parles. Hein? C'est comme si, moi, quand je parle d'acétate à mes enfants, ils me regardent avec une drôle d'air. Donc nous, on sait c'est quoi, mais... c'est qu'à un moment donné, tu n'as plus de langage aussi avec la relève qui va venir. Fait que ceux qui utilisent l'outil, aussi, deviennent... t'es à risque. Donc, au niveau de ceux qui l'entretiennent, ceux qui l'utilisent, et je vous dirais que quand c'est quand même les états financiers de la SAC là, qui sont accrochés après ça, là, et de la fiducie, là. Donc, une question de crédibilité, une question ça devient important de réduire ce risque-là, puis rapidement. Et si je ne m'abuse, là, vous avez parlé que le système devait être remplacé quand? 2026-2027, suivant le plan de pérennité initial. Le blocage, là, qu'on appelle, oui. Il me semble que c'était loin. Il est vraiment après, puis loin. Puis là, toujours dans le contexte où tu rénoves ARR, tu es ambitieux sur la date, là. Les TI, c'est toujours ça. Fait que là, est-ce que ARR va venir nous le pousser encore un peu plus loin? On ne le sait pas. Fait que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont s'intéresser au dossier, finalement. Et sauf erreur de ma part, mais l'appel d'intérêt est d'abord pour combler le besoin de votre vice-présidence. C'est ce que j'ai compris, oui. Oui, c'est ça. Et c'est en faisant cet exercice de l'appel d'intérêt qu'on réalise que le PGI pourrait, je dis bien pourrait, là, pourrait répondre à d'autres besoins. Oui, c'est votre compréhension aussi? Oui, parce qu'à la base, là, ça nous paraît complexe, là. Ça s'est complexifié. Mais à la base, tu as ton système état financier qui se trouve être des comptes à recevoir. Tu as des achats, tu as des ventes, qui créent des comptes à recevoir puis des comptes à payer. À la SAC, les comptes à recevoir, on en a parlé ce matin, c'est la tarification d'assurance, la tarification des droits de circuler. Donc, tu t'en viens vers l'accès au réseau routier. Ton auxiliaire qu'on appelle des comptes à recevoir, l'auxiliaire détaillé. Fait que tu as un auxiliaire de compte à recevoir de revenus. Et là, c'est là que, dans le fond, effectivement, il faut se la poser la question. Parce que à la base, là, c'est des revenus. OK? Puis un auxiliaire de compte à revenus, tu es dans le front, tu es rendu devant le client. Là. OK? Ce qui est complexe, c'est que les revenus à la SAC, ben, là, tu as le code de sécurité routière et tout ça qui vient complexifier. Là. Mais à la base, le bras jusqu'au comptoir, là, c'est quand même tout à fait simple. Quand on parle de l'immatriculation,
on va parler d'un auxiliaire d'immobilisation de voitures qui n'ait 8 milliards ou 3, là. C'est le même auxiliaire de voiture à la base. Comprenez? Les achats, la même chose. Fait qu'à la base, c'est bâti pour donner des services à des entreprises comme la Société d'assurance automobile. Et ce qui complexifiait pour la livraison 2, c'est que là, on allait dans des sphères qui ne sont pas usuelles pour un PGI. Exact, parce que là, tu as des enjeux juridiques qui viennent, on va dire, structurer davantage la solution. Des règles d'affaires. Des règles d'affaires. Puis, au gouvernement du Québec, bien nécessairement, la SAC, il va y avoir des règles d'affaires qui vont s'ajouter en cours de route, là. Okay? Parce qu'il va y avoir des nouveaux projets de loi, des nouvelles façons de travailler. Et lorsqu'il y avait un nouveau projet de loi à la SAC, bien, c'est un projet. Et là, on le faisait homemade, avec la technologie. Avant la CASA. Et là, on le branche. Maintenant, c'est que ça oblige, en fait, il va être introduit dans le système. Donc, l'entretien et la maintenance de ça devient moins complexe par la suite. Et l'histoire aussi. Ce qu'on a appelé, là, pour décrire nos processus, il faut que tu ailles l'histoire, il faut que tu l'aies la documentation pour le faire. Donc, tu t'enlèves certains risques. Aujourd'hui, on le voit moins parce que c'est nouveau. On a eu les ratés de la mise en œuvre. Mais éventuellement, il y a ces gains-là qui ne sont pas des gains mathématiques qui n'ont pas été évalués, là, mais c'est des gains à ne pas négliger non plus. Lors de cet exercice-là du positionnement PGI, j'ai raison de dire, M. Frenette, que la DVIEP vous accompagne dans cette définition de besoin, là, étude d'opportunité. Oui, même, oui. Autant Oda que Daniel, il est arrivé plus au contrat, possiblement, mais Oda, Abdelmalak, oui. Je vais produire, M. le commissaire, une pièce. On sera rendu à 42P65. Madame la greffière adjointe, je vous invite à prendre le rapport bilan DVIEP du 11 mars 2014. C'est du 11 mars de quelle année? 2014. C'est bon. Aussi. Monsieur le commissaire, voulez-vous qu'on prenne une pause à ce stade-ci? Je vais le mettre à l'écran. Voilà. Puis, Il est 3 heures, on va prendre la pause d'après-midi. 10 minutes? 15. 15? Ouais. D'abord. Le rythme est bon. Veuillez vous lever 15 rythme est minutes bon. de pause.